Merci beaucoup. Je pense que sur la question de l'armée, est-ce que c'est une bonne chose que l'armée prenne le pouvoir au Mali? Je pense qu'il faut dire d'abord, c'est que quelles sont les conditions dans lesquelles l'armée a pris le pouvoir au Mali? Et quelle est l'histoire récente du Mali par rapport à son armée? Si on regarde depuis la dictature presque militaire de Moussa Traoré, qui avait pris le pouvoir dans les années et qu'il a perdu dans les années 70, je crois, 68, pour être précis, il y a une dictature militaire qui a été arrêtée par la bande à ATT. Les militaires ont repris le pouvoir pour organiser une petite transition et le donner à la suite d'élections transparentes. ATT, Alpha Oumar Konaré est arrivé au pouvoir. Après Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré est revenu au pouvoir par les urnes. Mais de quelle manière? Parce que tout le monde se rappelle que Alpha Oumar Konaré avait décidé qu'il sera remplacé par Amadou Toumani Touré. Quand ATT est arrivé au pouvoir, la corruption a continué ne s'est pas arrêtée. Les aspirations qui ont poussé les Maliens à se débarrasser de Moussa Traoré sont revenus de plus belle. Les vieux démons du Mali étaient là, au point que le pays s'est retrouvé divisé. Il y a eu l'attaque des djihadistes qui ont pris le pays avec l'aide du MNLA dans le nord du pays. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un autre coup d'état militaire qui, à la suite d'élections, que IBK est arrivé au pouvoir. IBK s'est inscrit dans la même trajectoire de Moussa Traoré, de ATT, c'est-à-dire que la même corruption, le même népotisme, la même irruption de la famille présidentielle, et qui fait que c'est ça, la malgouvernance, en réalité, c'est ça qui fait effondrer un État sur lui-même. Aujourd'hui, encore les militaires ont pris le pouvoir. La CEDEAO s'est empressée à imposer un embargo en disant qu'il faut que le président IBK revienne au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va continuer avec des solutions tafiengel, ça veut dire des solutions de Boudaké, pour encore organiser des élections très rapidement, sans s'assurer de l'effectivité de la démocratie, sans s'assurer d'avoir des institutions viables, sans s'assurer d'avoir toutes les conditions réunies pour avoir des élections que les Maliens puissent s'exprimer? On veut encore faire le même tafiengel qui a conduit à cette situation. C'est quoi, qu'est-ce que j'appelle cette tafiengel? N'est-ce pas que la CEDEAO avait observé les élections législatives au Mali? Qu'est-ce qui est à l'origine du M5? C'est pour contester les élections législatives où le président IBK et son fils Karim ont tout fait pour empêcher des citoyens qui ont été élus. Ils ont annulé le vote pour faire passer leurs amis et leurs copains. Et résultat, au moment où les gens l'oublient, un des principaux opposants dans ce pays, un des mecs qui était le réceptacle de la contestation politique, Soumaïla Cissé, est entre les mains des djihadistes. Qui parle aujourd'hui de Soumaïla Cissé? Qui parle de tous ces Maliens qui sont coupés du pays? Tout le nord du Mali est coupé. Le Mali est un semblant d'État. Qui s'en occupe? Est-ce que la CEDEAO ne doit pas s'arrêter sur ce point, sur l'effectivité du Mali? Le Mali n'existe presque pas, parce que même les élections qui sont en train d'être organisées, ces élections ne seront pas représentatives ni démocratiques si une partie du pays ne vote pas. Mais qui s'occupe de ça? Qui s'occupe? Ou au contraire, qu'est-ce que fait la CEDEAO? On continue à affamer le peuple malien. Saviez-vous que presque 65% de ce que consomment les Maliens viennent du Sénégal, d'abord, ensuite de la Côte d'Ivoire et ensuite de la Guinée? Tout est importé au Mali. Si vous prenez aujourd'hui la Nationale 1, vous voyez qu'il n'y a même plus d'embouteillage. Vous circulez librement. Pourquoi? Parce qu'il y a presque les 300 camions maliens qui passent tous les jours, ne passent plus. Nous, on le ressent, nous qui prenons l'axe Dakar-Kaolack. À plus forte raison, les populations maliennes qui commencent à avoir des problèmes de carburant. C'est ça la réalité. C'est ça, c'est sur quoi, à mon avis, nous tous, en tant que citoyens africains, on devrait s'atteler. Le vécu des citoyens. Le vécu des Maliens qui souffrent de l'insécurité. Leur pays est coupé, on leur impose des choses. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la CEDEAO fait? On va encore nous hâter sur des élections tafiengel pour faire un semblant de démocratie et après on va revivre les mêmes affres.
eh bien cette question pour moi, elle n'est pas importante. Que ce soit les militaires, que ce soit les Banya Moulengue, je ne trouve pas que les stigmatise, je les aime bien, que ce soit qui que ce soit, le plus important, c'est que la CEDEAO doit s'assurer qu'il y ait les conditions d'organiser une élection où les populations et les citoyens puissent s'exprimer librement pour choisir leur chemin, pour choisir leur destin. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le fait par raccourci et par ricochet. On les fait choisir. Après, on va trouver des faux fuyants. Oui, le pays est divisé. L'armée sénégalaise est là-bas, l'armée française est là-bas. Un pays qui est occupé par des armées, pas une armée, des armées. On veut encore faire à la va-vite les choses. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps de la médiation. Le temps de régler les vrais problèmes avant d'aller vers des solutions actives. Vouloir coûte que coûte que les gens répondent parce qu'il faut aujourd'hui militaire, armée, il faut, alors que les questions de fond ne sont pas réglées, eh bien, ça va produire les mêmes causes, vont produire les mêmes conséquences. C'est pourquoi Y'en a marre a dit clairement qu'il en appelle à la solidarité panafricaine. Pourquoi à cette solidarité panafricaine? Parce que la question du Mali, ce n'est pas seulement la question des chefs d'État. Les chefs d'État ne s'occupent que du pouvoir. Regardez ce qui se passe au Mali et un peu partout dans la sous-région d'ailleurs. Et ça me permet d'embrayer sur la question du troisième mandat. On ne s'occupe que des pouvoirs dans nos pays, on ne s'occupe pas de nos vécus, de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on vit. La question du troisième mandat sur laquelle on veut que coûte qu'on se prononce. Mais le troisième mandat appartient aux Sénégalais. Avant de parler de premier ou de deuxième, le mandat simplement appartient aux Sénégalais. Macky Sall, ce qui lui appartient, c'est une candidature. Laissez ceux qui parlent parler de leur candidature, de qui ils veulent. Mais nous, les Sénégalais, serons prêts au moment venu pour savoir et décider qui aura un deuxième, ou un premier, ou un troisième mandat. Et laissez Y'en a marre faire ce travail-là de sensibilisation, ce travail de fourmi qui consiste à aller petit à petit, comme dans une fourmilière, trouver les populations là où ils sont, discuter avec eux, hormis du spectacle des médias. Parce que si vous nous attendez dans le spectacle, eh bien c'est un mouvement qui a presque 10 ans que vous avez à faire. Cela dit, donc cette question de troisième mandat, de deuxième mandat, pour l'instant, ce qui nous importe, c'est les Sénégalais qui sont en train de mourir à cause du Covid-19. Face à un État qui n'a même pas su distribuer convenablement l'argent que les Sénégalais ont collecté et ont mis entre ses mains. L'argent que les Sénégalais ont collecté, les dërëm là, que les gens ont cotisé en allant au ministère de la Santé. Ni joxe dërëm, ni joxe ñaar dërëm, ni joxe millions. Comme nek li nga am joxe, ni jox ko suñu État. Quand on l'a donné à notre État, qu'est-ce qu'il en a fait? Les gens continuent à crever de faim. Les gens continuent à faire des examens avec des pieds dans l'eau. Les gens continuent à croupir dans les inondations. Les Sénégalais ne se soignent pas convenablement. Avant d'avoir la Covid, même si tu as le paludisme, tu as du mal à trouver du paracétamol. Où va notre argent? C'est ça qui nous intéresse et ça que Y'en a marre s'inscrit sur ces questions de fond-là. Pour revenir juste, vous me permettez, Alioune Sané, de dire d'embrayer un peu sur la question de... Non, c'était pour te dire, tu peux passer sur le point sur la société civile malienne. Les contacts, on est toujours en contact. Le rayonnement, le leadership de Y'en a marre à travers l'Afrique a fait que nous sommes forcément en contact avec plusieurs pays africains. Dans le cas du Mali, nous avons tout le temps des amis comme l'activiste que vous connaissez, Rasbach, qui est tout le temps en contact avec nous, mais aussi avec d'autres, tels que des lanceurs comme les Fadala, mais aussi Master Sumi, qui est un artiste qui dirige le mouvement Les Sofa, ça suffit, du Mali. Donc nous sommes en contact avec ça. Mais il faut comprendre le contexte malien et la contestation qu'il y a eu. Ce n'est pas un élan de mouvement citoyen nouveau, de type Filimbi au Congo, Lucha à RDC ou à Tchamé dans d'autres pays, non. C'est un mouvement qui s'est cristallisé autour d'un imam, l'imam Diko, qui lui-même est un acteur politique, qui avait soutenu Ibeka et qui ne le soutenait plus, et qui, après ces élections-là, a décidé de mener le combat, surtout qu'il n'y avait pas de leader, comme Soumaïla Sy était détenu par les djihadistes. Donc ce qui s'est passé, Soumaïla Sy, le M5 s'est formé autour de l'imam Diko, aidé par les partis politiques de l'opposition. Aidé par les partis politiques, et même une partie de la majorité qui était avec Ibeka, qui l'a abandonné pour rejoindre le M5. Donc c'est ça, directement, on n'a pas été en direct en contact avec le M5, mais nous avons continué à travailler avec toutes les autres organisations qui ont les mêmes adhérents que nous, tels que. Et nous continuons à avoir des contacts au Mali, parce que Y'en a marre estime justement, on ne regarde pas le Malien, on voit simplement des Africains.
des Africains qui vivent au Mali, des Africains qui vivent au Burkina, des Africains qui vivent au Sénégal. Et à ce titre, nous, Y'en a marre, refuse, encore une fois de plus, de se contenter et de se cantonner dans ces frontières édictées et imposées par le colon. On est malien que parce que le colon l'a décidé. On est sénégalais que parce que le colon l'a décidé. Nous sommes avant tout des Africains. Et d'ailleurs, si on doit repenser nos indépendances et nos souverainetés, si on ne peut pas le faire dans ces... Nous n'avons pas fait le bilan des choses. Les colonisateurs nous ont dit, vous êtes maliens, vous êtes sénégalais. Nous avons pris nos indépendances et nous sommes restés dans ces cantonnements-là, incapables d'aller de l'avant. Et on se regarde en chien de faïence. Merci, Fadel. Voilà. Merci beaucoup, Aliou. Dernière chose sur Orange, si vous permettez bien sûr, je veux juste dire une chose. Ce qui est inadmissible et en quoi le combat de Team Orange est pertinent, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Orange France exige d'avoir des marges, des bénéfices jusqu'à 55%. C'est ça le problème. Ils veulent coûte que coûte faire des bénéfices parce qu'on est en Afrique. C'est comme Air France, c'est comme toutes ces banques que vous voyez. Ils imposent des marges ici en Afrique qu'ils n'osent pas penser, ils n'osent même pas penser à 30% en Europe, ou à peine. Mais quand ils sont en Afrique, ils se permettent tout. Et pourquoi? Parce que nos États le permettent. Et pourquoi? Parce que nous, les citoyens aussi, nous les permettons parce que nous acceptons tout. C'est en cela que ce combat de Team Boycott Orange est noble et qu'il faut l'accompagner jusqu'au bout. Parce que c'est une question, comme dit Aliou, il faut que les gens se disent que ce que Orange fait, ce n'est pas pour simplement bien travailler, c'est pour se faire de l'argent sur notre dos. Et il faut l'arrêter. Merci beaucoup. Merci. Belle transition sur la prochaine question et on va donner la parole à Thiat pour